Vous savez, à l'échelle internationale, aujourd'hui, les diplômes camerounais sont pris avec beaucoup de pincettes. Dans les années 90, il suffisait d'apposer un tampon sur un document, une signature, et hop, le document était sécurisé. Vous savez, l'État du Cameroun n'a pas beaucoup avancé dans sa politique de sécurisation des documents. On y croit beaucoup, on n'y croit presque plus au diplôme camerounais. Bonjour. Depuis plusieurs années, la fraude documentaire prend une ampleur très préoccupante dans notre pays. Faux diplômes, faux certificats, fausses attestations, faux actes, faux documents administratifs. Les conséquences sont nombreuses. Des recrutements souvent annulés, des carrières interrompues, des concours remis en cause, des entreprises trompées. Au-delà des pertes financières se pose aujourd'hui une question essentielle. Peut-on, ou encore doit-on, continuer à faire confiance à un document papier au Cameroun? En tout cas, c'est le thème de ce premier épisode d'une très longue série sur la fraude documentaire papier. Le faux qui détruit la confiance. Pour nous aider à comprendre ce phénomène, nous avons sur le plateau Dr Sorel Nono. Il est physicien, il est cryptographe, mais il est également expert en sécurité documentaire. Bonjour docteur et merci d'avoir accepté l'invitation de Harry Risk Télévision. Bonjour Frédéric, c'est un plaisir pour moi d'être sur vos plateaux pour en parler, pour ce qui concerne cette problématique de notre ère. Une problématique très préoccupante, je l'ai dit. Commençons entrons de plein pied dans cette thématique importante. Docteur, pour commencer, qu'est-ce que la fraude documentaire en général, mais singulièrement la fraude documentaire papier? La fraude documentaire papier, disons-le, c'est un ensemble de mécanismes, n'est-ce pas, mis sur pied par des individus mal intentionnés pour fabriquer ou alors contrefaire des documents qui sont censés être émis par une entité légitime, ou encore pour, cette fois-ci, modifier un document qui, lui, est légitime. Ceci dans l'optique, à chaque fois, n'est-ce pas, de tromper ou alors de jouir d'un bien pour lequel le titulaire de ce faux document-là n'est pas censé jouir. Qu'est-ce qu'il faut distinguer dans fraude documentaire? Je veux dire, est-ce que la falsification est à prendre au même titre, par exemple, que l'usurpation? C'est quoi exactement? Comment est-ce qu'elle se manifeste, cette fraude documentaire papier? La fraude documentaire papier se manifeste à, je dirais, à 4 niveaux. Oui. On distingue 4 types de faux documentaires papier. Oui. Premièrement, nous avons la contrefaçon. Donc, quand on parle de contrefaçon, c'est un document qui a été imité, n'est-ce pas? Un document qui est authentique. C'est-à-dire que vous avez un document qui est délivré par une entité qui est censée délivrer ce document-là. Vous avez un faussaire qui va essayer d'imiter, de reproduire ce document-là d'identique. Là, on parle de la contrefaçon. Vous avez un autre type de faux documentaire qui, cette fois-ci, est la falsification. Dans le cas de la falsification, le document, lui, il est authentique, mais le titulaire du document va chercher donc à modifier certaines mentions variables. Ça peut être la date de naissance pour ce qui est d'une CNI, ça peut être le nom, ça peut être la date d'expiration, etc. D'autre part, vous avez ce que nous appelons des documents volés vierges. Donc cette fois-ci, le document, voilà le support, n'est-ce pas, qui porte l'information est authentique. Ça peut être un papier en tête d'une entreprise, il est authentique. Et les informations qui sont portées sur ce papier-là sont totalement fausses. Là, on parle de documents volés vierges. Et enfin, en dernière typologie, nous avons donc le cas de l'usurpation d'identité, qui cette fois-ci, je prends un exemple pour qu'on puisse bien comprendre cela. Absolument. Il peut s'agir cette fois-ci de votre passeport que vous avez égaré, et quelqu'un décide de substituer, quelqu'un qui a récupéré votre passeport décide de substituer juste la photo, votre photo par la sienne. Donc il devient titulaire de votre passeport. Vous voyez. Donc voilà les différentes typologies de fraude. Enfin, une autre typologie qui m'échappait, ici il s'agit cette fois-ci de documents fantaisistes.
Vous savez, sur Internet, vous avez des documents qui sont dits fantaisistes. C'est quoi un document fantaisiste? C'est un document qui n'existe nulle part, qui n'est pas répertorié, qui n'est pas émis par une entité quelconque. Donc cette fois-ci, vous avez sur Internet ce qu'on appelle très souvent des passeports citoyens du monde. Vous savez, il n'y a pas un passeport qui vaut dans la citoyenneté dans le monde. Oui. Donc, il y a donc des individus qui fabriquent ça sur Internet et qui proposent cela à des coûts très alléchants. D'autre part, vous avez également des universités fictives qui vont vous délivrer un doctorat, un master. Et quand vous allez sur Internet, vous voyez bien que l'université existe, mais de façon physique, de façon géographique, cette université n'existe nulle part. Donc voilà à peu près les différentes typologies de fraude documentaire papier. Alors, je voudrais quand même, autant les faussaires ont un gain, vous l'avez dit, autant les documents fantaisistes, on ne comprend pas très bien ce qui peut motiver à cette création. Qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un à faire un passeport citoyen du monde? Juste pour s'amuser? Très souvent, ce sont des citoyens qui vont être arnaqués, dans ce cas-là précis. C'est-à-dire que vous avez un monsieur sur Internet qui vous dit, je peux vous donner un passeport qui vous donne accès à tous les pays du monde. Vous voyez, pour un citoyen qui n'est pas avisé, il va se dire, ah, c'est possible. Donc, si je veux aller aux États-Unis, j'ai un passeport citoyen du monde, ça va me permettre de me déplacer sans plus avoir besoin d'un visa. Vous voyez, là, ça rentre beaucoup plus dans le cadre de l'arnaque. D'accord, vous l'avez compris, il y a toujours un gain derrière. Mais alors, quels sont les documents, selon vous, votre observation, quels sont les documents les plus concernés, par exemple, par ces phénomènes de fraude documentaire dans notre pays, le Cameroun et peut-être singulièrement en Afrique? Au Cameroun, vous voyez l'actualité récente nous fait constater que divers documents sont contrefaits. Nous avons des diplômes. Vous savez, à l'échelle internationale, aujourd'hui, les diplômes camerounais sont pris avec beaucoup de pincettes. On y croit beaucoup, on n'y croit presque plus aux diplômes camerounais. Donc, vous avez des diplômes qui sont de plus en plus contrefaits. Vous avez les titres fonciers. Aujourd'hui, le titre foncier ne vaut plus rien dans notre environnement camerounais. Il était censé être un document intangible. Intangible, justement. Aujourd'hui, il y en a tellement de faux titres fonciers. Vous avez des actes de naissance également qui sont de plus en plus faux. Vous voyez. Vous avez des assurances, des documents d'assurance, etc. La plupart des documents camerounais sont contrefaits. Mais ceux sur lesquels aujourd'hui on pointe véritablement le doigt, ça concerne beaucoup plus des documents académiques, des documents fonciers et autres. D'accord, vous l'avez dit, sans peut-être le dire, mais on constate quand même que les diplômes et les documents administratifs sont de plus en plus contrefaits. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? On a encore en mémoire le faux décret présidentiel nommant un gouvernement. Ça, c'est un document administratif hautement stratégique. Effectivement, c'est un document administratif hautement stratégique et qui touche même à la sûreté de l'État. Ça, il faut le dire, ça touche à la sûreté de l'État. Ce qui explique qu'aujourd'hui, les documents administratifs sont de plus en plus contrefaits. Et les diplômes. Et les diplômes aussi viennent d'un seul fait. Vous savez, l'État du Cameroun n'a pas beaucoup avancé dans sa politique de sécurisation des documents. Vous savez, dans les années 90, il suffisait d'apposer un tampon sur un document, une signature, et hop, le document était sécurisé. Bon, aujourd'hui, dans notre environnement actuel, vous avez à tout point de rue, vous avez un sérigraphe qui peut vous reproduire un tampon en une fraction de seconde. Vous voyez? Donc, l'État n'a donc pas avancé dans sa politique de sécurisation. Il y a encore, pour prendre ces exemples-là, il y a encore l'imprimante qui n'était pas accessible à tout le monde. Aujourd'hui, vous avez chaque boutique, là, vous avez des imprimantes hyper sophistiquées qui peuvent reproduire des documents là de temps de façon aussi rapide. Donc, voilà ce qui, si je peux dire, voilà ce qui donne ce coup d'accélérateur à la fraude documentaire dans notre environnement aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, docteur, je vous invite, et vous, chers téléspectateurs, chers abonnés, à regarder cette enquête de Odile Dikabo et Port sur les victimes du faux, précisément pour ce qui concerne les diplômes. Un diplôme, quelques feuilles de papier, un nom, une date, un établissement, une signature, parfois un tampon. Sur le papier, tout semble vrai, mais parfois, tout est faux. Et lorsqu'un faux diplôme franchit les portes d'une administration, d'une université, d'une entreprise ou même d'une institution chargée de la sécurité du pays, ce n'est plus seulement une fraude, c'est une faille. Au Cameroun, les contrôles successifs relèvent d'une réalité difficile à ignorer. En 2022, les forces de défense avaient radié
929 personnels en formation pour faux diplômes, 898 recrues, 43 élèves sous-officiers et 8 élèves officiers. Les vérifications avaient porté sur des diplômes allant de BEPC au master. 2 ans plus tard, rebelote, le phénomène réapparaît avec une ampleur spectaculaire. En 2024, en effet, lors du processus de recrutement de soldats et de gendarmes, les contrôles d'authentification permettent de détecter 1312 faux diplômes, parmi eux des faux DCI, des faux probatoires, des faux BEPC et des faux CAP. Et surtout, 661 faux BEPC attribués en pays voisins contre 491 faux BEPC camerounais. 929 en 2022, 1312 en 2024, 2 chiffres, 2 opérations de contrôle, mais une même question. Comment des candidats peuvent-ils arriver aussi loin dans un processus de recrutement avec des diplômes qui ne sont pas les leurs? Et le phénomène ne concerne pas uniquement les forces de défense. Dans l'enseignement supérieur, les contrôles révèlent eux aussi des anomalies, d'où l'euphémisme. En septembre 2024, par exemple, la Commission nationale de l'enseignement supérieur privé a épinglé plusieurs établissements. À Yaoundé, l'établissement IPEX a notamment été mis en cause pour la fabrication des faux relevés de notes et la présentation frauduleuse de 3 étudiants au HND sur la base de ces faux documents. Un autre établissement, l'Institut International University of Bamenda, a été sanctionné pour délivrer de faux diplômes. Pour un étudiant, le faux document peut être présenté comme un raccourci, mais ce raccourci peut conduire à l'exclusion, à la suspension, à la perte d'une qualification, voire à des poursuites. Et parfois, derrière le candidat, il existe tout un système. Le contrôle des diplômes obtenus à l'étranger apporte à cet effet une autre illustration. En 2024, sur 1894 demandes examinées, la Commission nationale d'évaluation a identifié 9 faux diplômes. En 2026, aux 118e et 119e sessions, ce sont 25 faux diplômes qui ont été détectés sur 3247 diplômes examinés provenant de 48 pays et de 200 institutions. Attention, toutefois, ces chiffres ne signifient pas que 25 faux diplômes représentent la totalité de la fraude documentaire au Cameroun. Ils représentent les faux détectés dans le périmètre précis des dossiers examinés par cette commission à ces sessions, et c'est justement ce qui rend la question intéressante. Combien de faux passent encore entre les maillons du filet? Car le faux diplôme ne s'arrête pas aux portes de l'université, il peut entrer dans l'entreprise. En novembre 2024, la presse a rapporté le licenciement de 29 employés du port autonome de Douala à la suite d'une enquête interne portant sur des diplômes falsifiés, un chiffre qui doit encore être confronté aux documents officiels de l'entreprise, mais qui pose une question essentielle. Comment un faux diplôme peut-il rester suffisamment crédible pour permettre à quelqu'un d'obtenir puis de conserver un emploi? Le problème change alors de dimension. Le faux diplôme n'est plus seulement le problème de celui qui l'a fabriqué, il devient le problème de l'organisation qui l'a accepté, le problème du collègue qui travaille aux côtés d'une personne dont la qualification est fictive, le problème du candidat honnête qui a perdu sa place et, dans certains secteurs, le problème de toute la collectivité. Dans une entreprise, un faux diplôme peut conduire à une mauvaise affectation. Dans une administration, il peut conduire à une mauvaise décision. Mais dans une institution de sécurité, les conséquences peuvent être beaucoup plus graves. Car lorsqu'un candidat utilise un faux diplôme pour intégrer une institution chargée de protéger l'État et les citoyens,
La fraude documentaire devient une question de sûreté. C'est précisément ce que rappelle l'affaire des 929 personnels radiés en 2022. Les vérifications avaient été menées auprès des institutions chargées des examens au Cameroun et à l'étranger, avec la contribution des missions diplomatiques pour authentifier certains diplômes étrangers. Alors, comment ces faux diplômes sont-ils détectés? Qui vérifie? À quel moment? Et surtout, qui ne vérifie pas? Car un système de recrutement peut être aussi solide que son maillon le plus faible. Un document falsifié peut être représenté, un dossier peut être enregistré, une candidature peut être retenue, et si personne ne vérifie suffisamment tôt, le faux peut devenir officiellement crédible. Face à cette réalité, les pouvoirs publics ont renforcé les contrôles. La CONAC a notamment consacré une campagne nationale en 2024 à la lutte contre l'utilisation des faux diplômes, particulièrement dans la perspective de l'accès à la fonction publique. Le MINISUP, de son côté, multiplie les contrôles d'authenticité et modernise progressivement le traitement des demandes d'équivalence. Mais la question demeure, contrôler après la fraude suffit-il ou faut-il parvenir à empêcher la fraude avant qu'elle ne produise ses effets? Car derrière chaque faux diplôme, il y a potentiellement plusieurs victimes, celui qui a acheté le faux, celui qui a fabriqué le faux, celui qui aurait dû obtenir la place, l'organisation qui recrute et finalement la société. Dans un pays où des milliers de jeunes passent des concours, déposent des dossiers, étudient pendant des années et attendent parfois longtemps une opportunité professionnelle, la fraude documentaire pose une question de justice. Est-ce que le mérite suffit encore lorsque le faux peut substituer au vrai? Mais notre enquête va plus loin, car il ne suffit pas de constater qu'il existe de faux diplômes, il faut comprendre comment ils sont produits, comment ils circulent, comment ils sont introduits dans les dossiers, comment ils sont détectés et surtout, quelles failles permettent à certains d'aller jusqu'au bout. C'est tout l'enjeu de cette enquête, comprendre la fraude documentaire, identifier les vulnérabilités et surtout, renforcer les mécanismes capables de protéger le recrutement, l'entreprise, l'administration et les institutions, parce qu'un diplôme falsifié n'est pas qu'un faux papier, c'est une fausse compétence, et lorsqu'une fausse compétence occupe une vraie fonction, le risque devient réel. Alors, docteur, chers téléspectateurs abonnés, vous venez de voir avec moi ces différents cas qui ont été illustrés dans ce brillant reportage, des personnes recrutées sur la base de faux diplômes, enfin, en tout cas, des diplômes déclarés authentiques, des étudiants confrontés à des problèmes liés à leurs documents administratifs et ces personnes dont les dossiers sont remis en cause après contrôle. Alors, question, docteur, quand un faux document est découvert, qui est réellement victime? Quand un faux document est découvert, les victimes se comptent par milliers. Oui. Donc, ils sont à plusieurs niveaux. Oui. Premièrement, le titulaire du document qui est faux. Il peut être une victime dans la mesure où il ne savait pas que le document qui lui a été délivré était un faux document. D'accord, s'il n'en est pas l'auteur. S'il n'en est pas l'auteur, s'il n'en est pas conscient. Parce que il y a celui qui fabrique le document, Oui. il y a celui qui le porte. Donc, celui qui le fabrique n'est pas toujours celui qui porte le document. Le document, oui. Donc, s'il n'en est pas conscient que le document qu'il a est un faux, il peut déjà être une victime. De deux, il y a celui qui va être trompé par ce document-là. Ça peut être l'administration. C'est-à-dire que ça peut être l'administration, ça peut être une entreprise. Quand vous déposez vos dossiers pour être recruté, sur la base d'un faux diplôme, le manque à gagner, c'est sûr également au niveau des entreprises qui vous recrutent. De deux, ça peut être pour l'individu tierce qui aurait dû, de par ses qualifications, occuper ce poste-là. Vous voyez, mais qui ne peut pas parce qu'un usurpateur, n'est-ce pas, occupe ce poste-là. Oui. Vous voyez, les victimes sont à plusieurs niveaux. À plusieurs échelons. Moi, je vous invite donc peut-être, nous essayons de voir au cas par cas. Pour l'entreprise, par exemple, comme on l'a vu dans le reportage, qu'est-ce que l'entreprise qui recrute quelqu'un présentant, enfin, a posteriori, dont on se rend compte que son diplôme n'est pas authentique, donc qu'il n'a pas ce niveau-là, qu'est-ce que cette entreprise-là risque? Quels sont les risques pour cette entreprise? Ben, imaginez-vous,
Je vais prendre un cas très simple. Oui. Rentrons dans le cadre des hôpitaux. Imaginez-vous qu'on recrute un médecin Oui. sur la base d'un faux diplôme. Oui. Vous imaginez les ravages que celui-ci va causer Oui. Non seulement sur les patients, sur les l'image patients, de la structure qu'il a employée. Donc, je prends cet exemple pour qu'on puisse comprendre. Absolument. Car plusieurs échelons, pour une entreprise qui recrute une personne qui dit avoir certaines qualifications, qui ne l'a pas réellement, c'est un véritable Le préjudice est énorme. Même le préjudice est énorme. Que ce soit d'un point de vue financier, vous payez un salaire à un individu qui ne le mérite pas. De deux, votre image même. Parce qu'une fois qu'on a découvert que cet individu-là n'avait pas les qualifications requises pour faire ça, ça teigne également l'image de votre structure. Ça montre la légèreté avec laquelle vous recrutez vos collaborateurs. Oui. Exactement. Et au niveau de la productivité, parce que cet individu ne produit pas. Et bien évidemment, au niveau de la productivité, puisqu'il n'est pas efficient. Oui. J'ai résumé ce facteur au niveau des pertes. Oui. Puisqu'en fait, c'est une perte financière. Vous payez un salaire d'individu qui ne vous produit absolument rien, n'apporte rien au niveau de votre entreprise. Je suppose que ça doit être les mêmes conséquences. Pas sur le plan comptable, mais ça doit être à peu près les mêmes conséquences pour l'établissement qui aurait délivré le diplôme ou dont le nom a été frauduleusement utilisé. Mais revenons sur le cas du jeune qui voit son dossier universitaire ou professionnel rejeté à cause d'un document contesté. Les conséquences vont au-delà peuvent atteindre son moral. Bien sûr, bien évidemment. Imaginez-vous que vous obtenez une bourse et quelque temps, on fait comprendre que votre diplôme n'est pas authentique. C'est le cas avec beaucoup d'étudiants camerounais à l'étranger aujourd'hui, dont les diplômes sont remis en question. Vous voyez, sur un point de vue psychologique et émotionnel, le jeune peut s'effondrer. Il peut s'effondrer, il peut aller jusqu'au suicide. Parce que vous savez, dans le contexte africain, quand un parent réussit à envoyer son enfant de l'autre côté, il s'est dit à la famille assurée et tout le reste. Et l'enfant même est conscient de ce que la charge familiale pèse désormais sur lui. Donc, si du jour au lendemain, ce rêve-là s'effondre, vous voyez tout ce que cela peut entraîner comme ravage. Vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, chers abonnés, c'est très simple. Un faux document, la fraude documentaire peut porter atteinte, docteur l'a dit, à la réputation d'une entreprise ou d'une institution, on l'a vu, mais également un faux document peut faire plusieurs victimes au-delà de celui qui porte le document, au-delà de celui qui l'a émis. Maintenant, je voudrais qu'on parle un peu de ce phénomène au Cameroun, parce que ces exemples montrent effectivement que nous ne sommes pas à un simple problème un simple problème de papier, qui a des problèmes de fond. Au Cameroun, pourquoi est-ce que cette question n'est pas suffisamment adressée? Vous l'avez déjà un peu évoqué en disant que ça n'a pas été suffisamment pris en compte dans la sécurisation, mais pourquoi est-ce que, selon vous, les autorités ne prennent pas au sérieux cette question? Est-ce pas négligé? Pourquoi? Vous savez, dans notre environnement, ceux qui décident, très souvent, ne s'appuient pas sur les spécialistes en la matière. Vous voyez, on a ce problème de compétences chez nous. C'est-à-dire que l'État devrait normalement s'appuyer sur des cabinets, n'est-ce pas, qui sont à jour et qui les aideront à sécuriser leur cycle de production documentaire. C'est le véritable problème que nous avons chez nous actuellement. D'accord. Mais je veux dire, au-delà de cet aspect qu'on pourrait qualifier de technique ou de technologique, mais il y a d'abord la prise de conscience. Avec tous les cas qu'on soulève au quotidien, pourquoi selon vous, est-ce que c'est un problème politique ou bien c'est un manque de prise de conscience? C'est surtout ça ma question. Bon, on ne dirait pas que l'État manque de prendre de conscience par rapport à ce problème-là, mais moi je vois plus un problème de méconnaissance. De méconnaissance. De méconnaissance, parce que vous savez, la technologie évolue énormément. Et donc, si l'État ne se met pas à jour rapidement, on ne s'appuie pas sur des cabinets spécialisés, ça va être véritablement difficile. Vous voyez, ça va être véritablement difficile. Donc, il faut absolument que l'État essaie de s'appuyer sur des entités tierces qui vont l'accompagner dans cette politique, s'appuyer sur des experts comme nous autres, qui sont experts dans ce domaine et qui ont une certaine expérience pour pouvoir grandir, effectivement. Alors, mais il y a une question qu'on ne peut ne pas se poser aujourd'hui, parce qu'on constate avec vous que les faux diplômes, donc la fraude documentaire sur les diplômes, constitue un problème tout à fait particulier pour les entreprises camerounaises dans le recrutement. Selon vous, comment est-ce que les entreprises devraient procéder aujourd'hui? Justement, le véritable souci, c'est que à chaque recrutement qu'une entreprise doit faire,
elle doit s'appuyer sur des entités tierces pour authentifier les diplômes qu'elle reçoit. Oui. Sur le principe. Sur le principe. Et chez ADES, par exemple, ce mécanisme est mis en œuvre pour accompagner les entreprises. Oui. C'est-à-dire que quand vous avez un nouvel employé qui arrive, comment est-ce que vous faites pour authentifier ces diplômes? Vous voyez? Il faut absolument les authentifier. Et comme nous le disons tantôt, le véritable sujet, c'est que les diplômes camerounais aujourd'hui ne sont pas suffisamment sécurisés. Parce que s'ils étaient suffisamment sécurisés, il suffirait pour l'entité qui émet ces diplômes de communiquer autour des différents éléments de sécurité qu'il y a sur ces diplômes-là. Vous avez tout à l'heure évoqué l'entreprise ADES pour laquelle vous travaillez. Je rappelle que vous êtes également directeur exécutif du pôle recherche et développement. Du pôle recherche et développement. Donc vous parlez également ici S qualité. Alors, docteur, nous avons vu que les faux documents administratifs, je préfère le dire ainsi, entament la crédibilité et des entreprises, des institutions, et que les conséquences ne sont pas uniquement financières. Mais la question que l'on peut se poser, chers téléspectateurs, chers abonnés, c'est que est-ce qu'on peut retracer, par exemple, le parcours d'un document pour voir à chaque étape quel peut être le niveau de responsabilité? Je vous invite, pour cela, je vous invite donc à refaire le parcours d'un document papier officiel au Cameroun, le cas du diplôme. Et nous allons suivre encore l'excellente Dikabo Epo qui nous démontre comment le feu peut détruire la confiance que les gens ont vis-à-vis des documents officiels au Cameroun et ailleurs. Un diplôme, une attestation, un certificat, quelques feuilles de papier qui peuvent pourtant ouvrir les portes d'une université, décrocher un emploi ou permettre d'accéder à une fonction, mais avant d'être présenté à un employeur ou à une administration, ce document parcourt un long chemin et à chaque étape, quelqu'un lui fait confiance. Tout commence ici, une école, une université, un centre de formation où une administration délivre un document à une personne qui remplit les conditions requises. Le document est signé, enregistré, puis remis à son titulaire. Il devient alors une présomption de compétence, une preuve en quelque sorte, la preuve d'une formation, d'une qualification, d'un droit, et cette preuve va désormais circuler quelques mois ou quelques années plus tard. Le même document peut se retrouver dans un dossier de recrutement. Un employeur le consulte, un diplôme correspond au profil, le dossier est complet, le candidat est recruté, mais une question essentielle demeure. Le document a-t-il réellement été vérifié? Car regarder un diplôme et en confirmer l'authenticité sont deux choses différentes. Une fois accepté, le document est souvent photocopié, classé, archivé. Il peut passer entre plusieurs mains, un responsable RH, un chef de service, une administration, un organisme partenaire, et chacun peut partir du même principe. Si le document a déjà été accepté, c'est qu'il doit être vrai. C'est là que le problème commence, car la confiance peut se transmettre sans que la vérification ait été faite. Puis un jour, un contrôle intervient, anodin, un recrutement sensible, une promotion, une procédure administrative, une candidature à l'étranger ou simplement un doute. Le document est alors confronté à sa source. Le numéro existe-t-il? Le diplôme a-t-il réellement été délivré? Le titulaire a-t-il effectivement suivi une formation? Et parfois, la réponse tombe. Le document est faux. À cet instant, ce n'est plus seulement le titulaire du document qui est concerné. L'entreprise peut avoir recruté une personne sur la base d'une qualification inexistante. L'administration peut avoir pris une décision sur une information erronée. Un établissement peut voir son nom utilisé frauduleusement. Et celui qui croyait avoir obtenu une opportunité peut perdre son emploi, son admission ou sa carrière
Un simple document peut donc produire des conséquences bien réelles. Le problème n'est donc pas celui du faux, c'est celui de la confiance, car derrière chaque document se trouve une chaîne, celui qui le délivre, celui qui le reçoit, celui qui le conserve, celui qui l'utilise et celui qui doit finalement vérifier si un maillon est défaillant, toute la chaîne peut être fragilisée. Eh bien, retour sur ce plateau. Dans ce deuxième reportage, nous avons suivi avec vous le parcours d'un document et comment il est délivré, remis à son titulaire, présenté à une entreprise ou à une administration pour un éventuel recrutement, parfois photocopié, archivé et utilisé à plusieurs reprises. Alors, question, docteur, pourquoi fait-on naturellement confiance à un document qui porte un cachet? Vous l'avez un peu effleuré tout à l'heure, là, une signature ou le nom d'une institution. Est-ce que le cachet, le nom, la signature, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que cela fait foi? Je répondais de façon catégorique, non. Mais alors, pourquoi les gens continuent à faire confiance à ces cachets, à ces signatures, à ces noms? Ben, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas qu'il existe d'autres mécanismes qui permettent de sécuriser des documents. Oui. Vous avez dit tantôt que depuis les années 90, l'État du Cameroun était habitué à sécuriser des documents avec un tampon, parfois qu'ils allaient au-delà du tampon sec, et une signature. Oui. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Or, les Camerounais, dans leur immense majorité, savent que quand je revois un document sur lequel il y a un cachet, il y a une signature, ce document il est authentique. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'un document qui paraît officiel n'est pas forcément authentique. Exactement. Exactement. Mais comment procéder? Justement, là est En toute la attendant que toutes les préoccupation. solutions, oui. En attendant que toutes les solutions arrivent, il est question aujourd'hui de faire un audit de comment est-ce que nos différentes administrations délivrent les documents. Oui. Il faut commencer par auditer la chaîne de délivrance des documents. Vous savez qu'il existe des vrais faux également. Donc parfois même ce document qui porte un tampon, une signature, peut être un vrai faux. C'est-à-dire qu'il est faux parce que celui qui porte le document n'est pas censé le porter, mais il est vrai parce que c'est l'entité qui est censée mettre qui a mis le document. Donc il est question de refaire l'audit de toute la chaîne d'émission et documents. Quand un document est produit, qui est la personne habilitée à autoriser la production de ce document-là? Qui le produit? Qui le contrôle? Vous voyez? Quels sont les différents sites? Qui valide le document qui a été produit? Qui est censé recevoir le document? Qui est censé l'archiver? Ouais, durant tout le cycle de vie du document, il faut qu'on ait une certaine traçabilité. Et je rappelle que cette question, évidemment, fera partie de cette série. Ce sera l'objet d'un épisode consacré justement aux solutions, aux vulnérabilités qui peuvent être détectées ici, là. Mais quand même, on se rend quand même compte que c'est comme si lorsque une première personne a validé un document, prenons le cas d'une entreprise, lorsque les ressources humaines ont validé un document, on a l'impression que tous ceux qui viennent après ne se donnent plus la peine de le contrôler. Est-ce que ce comportement est acceptable dans l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui, avec tous les faux qui circulent? Pas du tout, pas du tout. Vous savez, en matière de sécurité documentaire, la première vulnérabilité, c'est d'abord l'homme lui-même. Parce que nous sommes habitués à voir un certain type de comportement. Et c'est sur ça, justement, que le faussaire va se faire. Nous avons eu cette habitude-là que, à partir du moment où je reçois un document qui a été cacheté, qui semble avoir été émise par une entité tierce, je valide. Vous voyez, la vigilance baisse. En matière de faux documentaire, on doit rester toujours vigilant parce que le moindre petit détail doit pouvoir nous éveiller et attirer notre attention sur est-ce que le document que je reçois est un vrai ou alors est un faux. Ouais, il faut toujours vérifier. Il faut toujours, à chaque fois qu'on doute, l'idéal serait de se rapprocher de l'entité qui est censée avoir émis ce document pour se rassurer. D'accord. Donc, si on comprend bien, la première confiance qui permet aux documents de circuler pendant longtemps doit être soumise souvent à différents contrôles et au besoin, vous venez de le dire, de remonter vers l'organisme qui est censé avoir délivré le document pour se rassurer qu'il s'agit effectivement d'un authentique. Alors, interrogeons un peu, si vous voulez, peut-être pas en profondeur, mais la chaîne de confiance. Parce que derrière un simple document, il y a une chaîne. Il y a une chaîne de production, de circulation, de parcours, et celui qui le dérive, celui qui le reçoit, qui l'utilise, qui le conserve, etc. Qu'est-ce qu'une chaîne de confiance dans le domaine documentaire, précisément papier? Merci pour la question.
Une chaîne de confiance, en fait, quand on parle de chaîne de confiance, Oui. cela met en exergue le cycle de production du document. C'est-à-dire que à partir du moment où le document a été produit, qui sont ceux qui sont censés cocher le document, qui sont censés le valider. Vous voyez, toute cette personne-là rentre dans la chaîne de confiance. Oui. C'est-à-dire que si une seule personne dans cette chaîne-là est défaillante, vous voyez, la chaîne de confiance est perdue. Il y a un problème. Donc, il faudrait que toutes les personnes qui sont censées interagir pour la production de ce document-là, en fait, toutes ces personnes rentrent dans cette chaîne de confiance-là, doivent être identifiées. On doit connaître le rôle de chacun, qui fait quoi, à quel niveau la personne intervient. Vous voyez. Maintenant, d'autres facteurs, à un autre niveau, ce sont les procédures. Quelles sont également les procédures qui sont censées rentrer en jeu lors de la production d'un document? Vous savez, quand l'entreprise veut émettre un chèque, la procédure peut être la même que quand elle veut émettre une attestation de service. Oui. Vous voyez. Quelles sont les procédures qui sont mises en œuvre également? Quels sont les outils qui sont utilisés pour produire le document? Donc, tout ceci rentre dans ce qu'on appelle la chaîne de confiance. Donc, la personne habilitée à signer le document. Effectivement. Deuxième niveau, les procédures pour signer ce document. Et puis, troisième niveau, la conservation, le cycle de vie du document. Oui. Vous voyez, quand le document a été produit, une fois qu'il est émis, qui est le titulaire, comment est-ce qu'on le vérifie, comment est-ce qu'on le conserve. Oui. Donc tout cela rentre dans ce qu'on appelle la chaîne de confiance du document. Et bien, parce que moi qui suis par exemple usager, quand je reçois le document, comment est-ce que je fais, en fait, quelles sont les garanties que j'ai de ce que le document que j'ai en mes mains est authentique. Voilà. Donc c'est toute cette chaîne-là qui doit me permettre d'avoir confiance au document que j'ai. Donc si on résume, est-ce qu'on peut dire que, avec vous, que le problème du faux document au Cameroun actuellement, c'est la rupture ou le problème de confiance envers les citoyens, les entreprises et les institutions? Bien évidemment, vous savez, à partir du moment où la fraude s'est installée, il y a une crise de confiance. À partir du moment où la fraude s'est installée, vous avez dit tout à l'heure à l'entrée de l'émission, les titres fonciers aujourd'hui au Cameroun, vraiment, ne sont plus intangibles. Aujourd'hui, on délivre un faux, demain on le... Hein? Aujourd'hui, le ministre valide un titre foncier, demain, il se dédie. Ça pose un véritable problème de confiance. Vis-à-vis des citoyens. Que moi-même qui ai mon petit foncier de 200 mètres carrés en Vormeka, je ne sais pas trop, je ne suis pas sûr que demain on va pas venir me déguerpir sur ce terrain-là. Donc il y a cette crise de confiance qui s'installe. Donc il est question aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, il est question aujourd'hui d'auditer dans chaque administration le cycle de production des documents. Qui fait quoi? Qui intervient à quel niveau? Qui est censé donner l'ordre de produire un document? Qui est censé le valider? Qui est censé le transmettre? Qui est censé... Et à chaque fois, il faut enregistrer pour qu'on ait une traçabilité de ce qui a été fait, de qui a fait quoi, quelle heure. Alors, on peut donc tout simplement, avec tout ce que nous venons de voir, docteur, chers téléspectateurs, chers abonnés, une question se dégage. Pourquoi continuez-vous, pourquoi continuons-nous, si vous le souhaitez ainsi, à faire autant confiance à des documents papier sans toujours vouloir vérifier rapidement leur authenticité? Ça veut dire qu'il y a aussi une question de réflexe ou c'est la confiance qui avale tout ça? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez demander aux citoyens d'avoir ce réflexe de toujours aller vérifier les entreprises qui veulent recruter, etc. Est-ce que ce n'est pas un supplément de travail qui n'est en réalité pas le leur? Bien évidemment, c'est la raison pour laquelle des cabinets comme ceux d'ADES existent. D'accord. Vous voyez, pour appuyer les entreprises. Quand vous avez un profil d'une personne que vous voulez recruter, vous pouvez vous approcher d'un cabinet spécialisé comme ADES. Vous dites, voilà, nous avons tel candidat que nous allons recruter. Essayez de faire ce checking pour nous. Vous voyez un peu. Donc, ADES fera effectivement ce checking et rendra son rapport, rendra sa copie. Et vous saurez à la fin si le document qui vous a présenté est authentique ou pas. Oui. Alors, vous l'avez compris, des sociétés comme ADES existent justement pour vous faciliter la vie. Vous restez dans le cœur de votre travail, confiez le recrutement, le contrôle, l'audit, un certain nombre de tâches à des structures spécialisées. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire merci, docteur, pour ce premier épisode qui nous a permis de
poser le constat de la circulation de plus en plus préoccupante des faux documents. Merci surtout d'avoir éclairé de vos avis cette problématique, cet enjeu qui préoccupe au plus haut point les Camerounais et les citoyens du monde. Le plaisir, mais vous savez, à chaque fois que vous m'invitez sur mon plateau, c'est avec beaucoup d'empressement que je répondrai. Parce qu'aujourd'hui, il est question pour nous d'éclairer la lanterne de nos différents téléspectateurs qui nous suivent à la maison. Merci encore. C'est moi qui vous dis merci de votre amitié envers Harry Risque Télévision. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, chers abonnés, le faux document ne trompe pas seulement celui qui le reçoit. Son propriétaire, on peut le dire ainsi, si vous le voulez. Il peut tromper une entreprise, une administration, un établissement et finalement fragiliser toute une chaîne de confiance qui doit exister entre les citoyens, les organismes émetteurs et tout ce beau monde. C'est un écosystème sain qui permet aux gens de pouvoir recevoir un document et ne pas douter de son authenticité. Mais une question essentielle demeure au-delà de tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Pourquoi les faux documents parviennent-ils toujours encore à passer les contrôles? Ce que docteur a essayé de dire, les audits, les contrôles, les vérifications. Pourquoi est-ce que les faux documents continuent à traverser ces barrières-là? Eh bien, je peux vous le dire, c'est précisément cette question qui sera au centre de notre prochain épisode, le deuxième de cette série consacrée à la fraude documentaire papier. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci de votre confiance et à bientôt sur Harry Risque Télévision et nos différentes plateformes digitales.